Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on les découvre depuis lundi. Et oui, toute la semaine a été consacrée à leur tout nouvel album 100% dub. Et oui, c'est une seule adresse, version dub. Après l'album Une seule adresse en 2019, cette année, ils sortent donc cet album 100% dub. Et on a Chong, un des deux chanteurs du groupe Broussailles, avec nous en direct en ce vendredi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Chong ? Eh ben, ça va très bien, très très bien. Tu sais que c'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir, enfin de recevoir un des chanteurs du groupe Broussailles. C'est vraiment un honneur, un groupe qui fait avancer la scène reggae française depuis plus de 20 ans maintenant, n'est-ce pas ? Bah ouais, merci de nous prendre en interview, de parler de nos albums, ça fait vraiment plaisir. Oui, on va fêter nos 20 ans en 2021. D'accord. Le temps passe. D'accord, oui, c'est vrai que le temps passe très très vite. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tous les membres du groupe pour démarrer ? Et puis, bien sûr, on connaît Karma, le deuxième chanteur, ouais. Et évidemment Chong, mais présente-nous un petit peu tout le collectif. Alors, au départ, on a un collectif, on était 5, vraiment 5 dans le noyau dur, on va dire, de Broussailles. Mmh. Voilà, Eric en deuxième chanteur, moi-même Chong, il y a Reynald à la basse, et Bruno à la batterie et Mike au clavier. Et en fait, depuis quelques temps, en fait, il y a Bruno et Mike qui ont pris leur retraite, on va dire, cette année là. Ouais. Voilà, pour les 20 ans, et du coup, on a intégré des nouveaux musiciens dans le groupe, et puis voilà quoi. D'accord, ok, donc la carrière a démarré en 2001, c'est là que vous êtes... La carrière, pendant 19 ans, on était tous les 5 ensemble. On a commencé en 2001, un premier concert à la Fête de la Musique à Mâcon. D'accord, ça a démarré comme ça. C'était juste un petit fil électrique, et puis 2 enceintes, et puis deux micros, et puis on a chanté dans la rue, quoi, même le pavé. Et puis après, on s'en est suivi des concerts dans les bars, dans les salles des fêtes. Petit à petit, on a réussi à toucher les salles, les festivals, etc., quoi. Ouais, ça a fait son bonhomme de chemin quand même depuis 19 ans, quand même, c'est énorme. Et comment ça s'est passé la rencontre entre vous ? Vous êtes tous de Mâcon, vous êtes rencontrés là-bas ? Ouais, on est des amis d'enfance. Amis d'enfance. En fait, Reynald et Baptiste, on se connaît depuis qu'on est enfant, et par nos parents, en fait. Nos parents sont vraiment nos deux mamans sont les meilleurs amis, on va dire. D'accord. Donc Reynald et moi, on était vraiment depuis de tout petit, on se voit régulièrement, et puis lui était en école primaire avec Eric Arma. Donc tous les trois, on s'est retrouvés très rapidement tous les trois ensemble. D'accord. Et puis après Bruno, on l'a rencontré un peu plus tard, on va dire à la fin de l'école primaire, et puis du collège, et puis en fait en adolescence, on était tout le temps ensemble, et on a fini par on kiffait tous le reggae, on était tous fans de Bob Marley, et du coup on s'est mis à faire du reggae, quoi. Oui, c'était ma prochaine question en plus, pourquoi le reggae ? Bah oui, on était vraiment des gros fans de Marley, on est tombé dedans vraiment à 12-13 ans, et genre ultra fan avec les t-shirts, les bonnets, les pendentifs, on avait tous les albums, tous les machins, on regardait les lives en VHS sur des vidéos cassettes au magnétoscope. Ouais. On était vraiment à fond dedans, des vrais fans de Bob Marley, et on s'est fait les dreadlocks à ce moment-là, à 14-15 ans, quoi. Et puis voilà, après on a découvert toute la musique jamaïcaine qui était derrière. On s'est vraiment pris d'amour pour cette culture. Ouais. Et puis voilà, quand on s'est dit que c'était la musique qui nous allait, qui nous fédérait tous ensemble, donc on a décidé de faire cette musique, même si on écoute aussi d'autres musiques. Moi, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien. Je te coupe parce que je t'entends très mal d'un seul coup, donc si on pouvait... D'accord. Voilà, c'est mieux. Voilà, vas-y. Là, c'est mieux. Okay. Je te laisse continuer. Du coup, voilà, on écoute tous un peu de la musique différente, mais ce qui nous fédère, c'est vraiment le reggae, donc on a décidé de faire un groupe de reggae. Yes, donc c'est comme ça, les Broussailles sont nés, donc comme ça, voilà, donc voilà. Et en 2003, premier EP, voilà, Side 1.
C'est ça, première EP, voilà, à coucher un peu vraiment avec vraiment les moyens du bord. Ouais, vraiment les moyens du bord. On était vraiment pas en studio, on a enregistré dans des garages, voilà, dans nos voix, on a enregistré ça, voilà, dans des cales, dans des trucs vraiment là où il y avait de la place. Et voilà, c'était vraiment 2 micros sur la batterie. Le micro-chant, c'était des micros, c'était même pas des micros, enfin, c'était vraiment à l'arrache, mais bon, c'était vraiment à la vibe. Et puis ça nous a permis après de partir, voilà, faire des petites tournées en acoustique. L'été, on était parti en voiture avec les guitares et les djembés, puis on se mettait sur les ports de Plaisance, sur la côte atlantique, sur les marchés, et puis on chantait nos chansons comme ça, par terre, et on vendait nos petits EP, et puis les gens, voilà, nous mettaient une pièce ou deux, ça nous permettait de continuer la tournée le lendemain. Ah, c'est fou, vous avez vraiment démarré de rien, et puis de faire des choses comme ça, c'est incroyable, voilà, quand même. On a vraiment démarré dans la rue, jouer, voilà, dans le marché, devant 100 personnes, et voilà, des gens qui repartaient avec le EP, et puis qui repartaient après des lieux de vacances, qui repartaient partout en France. Et puis, du coup, ça diffusait un peu le son. Voilà, on pouvait retrouver des villes où il y a des gens qui nous écoutaient alors qu'on n'était jamais allés. Mais le fait de jouer dans des lieux de vacances, ça propage la musique un peu partout dans l'Hexagone. Ok. Donc là, 1 an après, il y a le premier album qui sort. C'est Insurrection. Ouais. Donc, parle-nous de comment ça s'est passé. Alors, il y a eu 1 an qui s'est écoulé entre le premier EP, donc tu nous as expliqué un petit peu comment vous l'avez vendu, comment vous l'avez présenté. Alors, il y a quand même une évolution en 2004, là, quand ce premier album sort, il y a quand même, voilà, une évolution quand même énorme en 1 an. Ouais, alors l'évolution, elle est énorme, surtout grâce à des rencontres qu'on a faites. Ouais. On a fait une résidence jamaïcaine dans une salle à Bourgoin-Jallieu, où on a rencontré un ingénieur du son qui s'appelle Sam Clayton, qui était l'ingénieur du son d'un groupe qui s'appelle Mystic Revelation of Rastafari. Yes. Et du coup, on a passé une semaine ensemble. Et du coup, il travaillait à ce moment-là aussi sur l'album de Dubbing dans le décor. Et puis, il nous a dit qu'il était intéressé pour nous mixer notre son. Et puis, voilà, pour nous, c'était une aubaine d'avoir un mec comme ça qui puisse nous mixer. Donc, on avait amélioré un peu notre setup, mais c'était encore du moyen du bord. Hein. Ouais. Pour enregistrer nos voix, nos batteries, c'était encore beaucoup de moyen du bord. Qui nous a un peu sauvé tout ça, Sam Clayton. Et puis, il nous a mixé tout ça. On a réussi aussi on avait rencontré aussi des musiciens de Mystic Revelation of Rastafari, donc ils sont intervenus un peu sur l'album, notamment un guitariste chanteur Hightower qui intervient sur l'album sur des introductions et puis sur un morceau qui s'appelle Babylon Bridge. Et voilà, il y a aussi des percussions, voilà, le fils de Kunt aussi qui a mis faire de la kété. Ah là, je te perds, excuse-moi Tchonga, je te perds complètement. Ouais. En fait, il y a des fois où ça monte, ça descend, je sais pas, c'est bizarre, ça change en fait ta voix, on a l'impression de te perdre des fois. Toujours au même endroit. Donc vas-y, on continue. Et du coup, voilà, il y a tous ces invités-là, cette rencontre avec tous ces Jamaïcains, ça a fait l'album Insurrection. Donc les compositions étaient déjà faites, on a rajouté un peu, voilà, des nouvelles compositions comme le Babylon Bridge, un morceau avec le chanteur Hightower. Il y a aussi un morceau, notre morceau phare, Et le manège tourne, qui a été aussi revisité en instrumental au trombone par voilà un musicien de Scatalight aussi. Enfin bref, ça nous a vraiment apporté énormément de choses. Ouais, donc le manège. Ça a sorti l'Insurrection. Voilà. Le manège tourne, donc c'était le titre phare de cet album qui a quand même pas mal marché quand même déjà pour l'époque, pour vos débuts. Déjà à l'époque, il marchait bien et 20 ans plus tard, c'est toujours le titre le plus demandé pratiquement de notre discographie, quoi. Donc le plus demandé même en concert, tout ça, c'est vrai. Ouais, c'est le plus streamé, le plus demandé. D'accord, donc c'est encore aujourd'hui, 19 ans après, enfin presque 19 ans après, c'est toujours le cas, quoi. Alors, après chaque album a des morceaux phares, on va dire.
Oui. Et celui-là est resté vraiment. Après, vu qu'on est un groupe de live, Oui. voilà, c'est toujours été notre morceau final où ça finit vraiment un peu, tout le monde se lâche, musicien comme spectateur. Donc, voilà, les gens gardent souvent ce souvenir de nous avec cette dernière chanson-là. Ok. Donc après une grosse tournée après cet album quand même. Il y a eu pas mal de concerts. Vous avez présenté cet album cette fois-ci. C'était autre chose, pas dans la rue quoi cette fois-ci. Alors on faisait de temps en temps quand même dans la rue, mais non, après oui, là ça commençait déjà à être un peu plus sérieux, avec beaucoup plus de salles, de festivals. Alors Donc on a sorti cet album fin 2004. Oui. Et donc on a tourné tout 2005 et tout 2006. 2006 c'était vraiment une grosse année. Une grosse année, je crois que au mois de juillet-août, il y avait plus de 45 dates. Voilà, on jouait vraiment presque un jour sur deux, presque tous les jours. C'était voilà, entre festivals, café-concert, salles. Voilà, on jouait vraiment de partout. Et puis voilà, en présentant cet album Insurrection, et ça. C'est grâce à ça que notre musique s'est vraiment développée. Et on a joué pendant une semaine au Francopholies de La Rochelle, devant un bar. On jouait dans plein d'endroits, des festivals en Bretagne. Voilà. Et du coup, après, on a composé un deuxième album qui s'appelle Avec des mots. Avec des mots en 2007. En 2007, voilà. Et avec la sortie de cet album Avec des mots, donc là déjà on va dire que le matériel encore est gravé. À chaque album, on essaie d'améliorer à chaque fois nos conditions d'enregistrement et notre manière de faire. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se poser la question, est-ce qu'on continue la musique comme pas un passe-temps, mais est-ce qu'on veut se mettre professionnellement et être professionnel dans la musique? Et c'est à ce moment-là qu'on passe, on va dire, intermittent du spectacle. C'est là qu'on commence à vivre de sa musique, quoi, en gros. Parce que je t'entends mal par moment, et c'est vrai que là, j'ai mal. Voilà, alors c'est un petit souci quand même, parce que c'est vrai que c'est dommage par rapport voilà, on entend bien des fois et mal des fois. Donc oui, non, c'est à partir de ce moment-là donc que vous commencez à vivre de votre musique. Voilà, c'est ça. Voilà, donc cet album en 2007 avec des mots, et puis vous enchaînez après, 2 ans plus tard, Perspective. Alors cet album-là, qu'il faut quand même dire qu'il a quand même été reconnu, plus que reconnu, puisqu'il a été élu meilleur album reggae français en 2010. Oui, on a eu la chance d'être bien suivi par nos fans, par le public. Et puis on a eu la chance aussi d'avoir des invités de marque. Donc voilà, c'est des rencontres, des gens qu'on connaissait bien, qu'on aimait bien, notamment Dubbing et Danakil. Donc à l'époque avec Danakil, voilà, on faisait les mêmes bars, les mêmes tournées l'été, on se retrouvait, c'était toute une période un peu où il y avait une espèce d'émanation très positive. Voilà, où c'était la jeunesse des groupes, Broussailles, Danakil aussi. Et on se voyait régulièrement l'été, on passait des soirées ensemble, on faisait des concerts, on s'invitait. Et du coup, on voulait immortaliser un peu un morceau en studio, quoi. Et du coup, on a invité Danick sur le titre Le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Danick, c'est pareil. Danick, il était déjà haut à cette époque-là. Ils sont montés très vite. Et du coup, c'était un honneur aussi de pouvoir les accueillir. On avait fait leur première partie plusieurs fois. Et on a réussi à les inviter, à les faire chanter sur le morceau Cosmopolite. Alors, c'est vrai que vous avez quand même un grand point commun quand même avec ces deux groupes, c'est que avec les Danakil et avec les Dubbing, vous avez quasiment commencé démarrer au même moment. Ouais. Alors, avec Danakil, on a commencé vraiment au même moment. Dubbing, on commençait un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Les Danakil, ils vont fêter leurs 20 ans l'année prochaine aussi, avec un album d'ailleurs qui va sortir. Donc oui, c'est ça. Vous avez vraiment quand même comme point commun d'être Vous avez lancé une vibes quand même. C'est les Dubbing d'abord, après vous les Danakil. Vous avez le reggae français ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans vous, clairement.
On a relancé la deuxième vague, on va dire, du reggae français, quoi. Alors là, je t'entends plus. Alors, c'est vraiment problématique parce que là, je t'entendais plus du tout. Alors, ouais, tu nous disais, vas-y, on va... Excuse-moi. Je te disais que oui, on fait partie de cette deuxième vague du reggae français, en fait. Il y a eu une première vague dans les années 90. Ouais. Avec Voilà. toute l'âge d'or du reggae français, hein, bien sûr, Raga Sonic, Pierre-Paul Jacques, Tyro, Naughty et compagnie. Et puis, il y a eu cette deuxième vague, voilà, c'est ça. Voilà, cette deuxième vague de groupes aussi qui arrivait, voilà, pas forcément pas forcément de Paris, de la capitale, mais qui venait un peu de province, et puis qui amenait aussi une nouvelle vague avec aussi du reggae aussi New Roots, ou du reggae aussi un peu personnalisé, on va dire, parce que The Bink avait vraiment un style différent. Oui, et vous aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Vous aussi, enfin, les trois, là, les Danakil, les Broussailles, les Dubbing, vous êtes vraiment, voilà, trois groupes qui ont lancé une vibe, mais qui étaient vraiment trois groupes complètement différents. Voilà, c'est ça. Danakil était vraiment plus sur du roots, avec des paroles scandées, les textes de Balik. Voilà, Dubbing, c'était, on va dire, plus des lives énergiques avec les deux voix bien différentes. Et voilà, nous on était un peu entre les deux, entre des sons très très roots et puis des sons un peu plus dynamiques pour le live, quoi. Ok. Bah écoute, voilà, bah c'est franchement, oui, c'est vraiment la deuxième vague du reggae français, voilà. Hein, on peut le dire comme ça. Allô? Oui. Il est plus là. Là, je l'ai perdu complètement là. C'était une question. non, pas beau, non, non, bon, c'est pas grave. Oui, donc non, c'est vrai. Non, mais je revenais sur ce que tu avais dit en fait. Ouais. Et mais du coup, ouais, j'en perds le fil. Donc on va continuer hein, avec l'ordre chronologique de votre carrière. En 2011, là, vous passez à un album live, Rêve d'évolution. Tu peux tout nous dire un petit peu pourquoi vous avez sorti cet album live et il y a quoi dans cet album live? En fait, voilà, on avait sorti déjà 3 albums studio et nous on est un groupe de live, on fait énormément de concerts et on voulait retranscrire un peu cette énergie parce que l'énergie qu'on a en concert, on l'a pas forcément dans les albums. Après, quand on écoute un album, on n'a pas forcément envie de sauter de partout ou de crier ou de jumper. Des fois, on aime bien écouter la musique posée tranquille. Mais on voulait que nos lives, on puisse un peu voir nos lives. À l'époque, voilà, c'était pas encore développé beaucoup Internet. Donc voilà, on a voulu sortir un live et puis nous, on avait intégré aussi à ce moment-là des cuivres, une section cuivre. Donc il y avait beaucoup de nouveaux arrangements de morceaux, beaucoup de vieux morceaux qu'on avait aussi. On a changé les instrumentaux, on a revisité pas mal de titres. Et du coup, on avait envie de sortir un live. C'était une époque aussi en 2011 où on avait signé chez un tourneur où on faisait énormément de dates. C'est l'année où on a fait l'Olympia, par exemple, 2011. Ah oui. Et du coup, voilà, c'était une très très belle année. On avait envie de l'immortaliser par un DVD live. Et puis en plus, on a réussi à inviter The Bink et Danakil sur ce live. Donc c'était vraiment super pour nous. Excellent même, excellent. Et donc, c'est une de vos meilleures années, ça, 2011? À 2011, c'était une grande année, oui, pour nous, niveau live. C'était une très belle année, voilà, avec la sortie du DVD, l'enregistrement du DVD. On est sur l'Olympia, on a fait aussi le Reggae Sunska. Voilà, on avait réussi à être sur un créneau horaire le samedi soir à 22h. Voilà, il y avait, je crois, 20 000 personnes devant nous, donc c'était assez incroyable. Voilà, il y a eu des très belles dates pendant toutes ces années 2011, des gros festivals, des belles choses. Et puis après, s'en est suivi aussi, 2012-2013 aussi, ça a aussi été des très belles années aussi, quoi. Mais même, encore des très belles années. Hein. Alors, 4e album, alors celui-là, il est spécial puisque vous allez l'enregistrer en Jamaïque. Et c'est Kingston Town qui sort en 2012, donc raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, et puis ce voyage en Jamaïque, cet enregistrement là-bas au studio Harry G de Kingston. Et encore une fois, c'est cette rencontre qu'on a fait pour Intuition avec Sam Clayton.
Oui, donc ça remonte cette rencontre à Insurrection, parce qu'on n'a pas entendu, hein, désolé. Voilà. C'est ça. C'est cette rencontre-là avec Insurrection qui nous et puis voilà, on revoyait plus régulièrement et puis il nous disait les gars, faut venir en Jamaïque, faut venir faire un album ici. Et donc on disait ouais, on pensait qu'on n'avait pas les moyens ni les moyens financiers, etc. Mais on a réussi quand même à mettre nos projets à bout, et puis on est parti à Kingston pendant un mois au studio R&D, là où il y a eu les premiers albums de Bob Marley enregistrés chez Island. Donc voilà, c'était une expérience extraordinaire, hein, tous les jours en studio, à composer. Il y avait aussi des musiciens jamaïcains qui étaient là avec nous pour nous envoyer de la vibe. Il y avait un guitariste, Winston Bopi, qui était excellent. Il y avait un bassiste, Axman. Voilà, on a vécu pendant un mois là-bas, au rythme jamaïcain, à se lever, à faire de la musique, à manger jamaïcain, puis le soir sortir dans les sound systems ou dans les concerts. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Ouais, mais oui, ça, quand tu le racontes, on sent que c'est vraiment quelque chose d'extra. Et donc, album élu meilleur album reggae français aux Victoires du Reggae 2013 quand même. Et puis, ce sera l'occasion aussi de se produire à la télévision nationale. Vous devenez le premier groupe de reggae français à passer à la télévision jamaïcaine. C'est pas rien quand même, ça aussi. Ouais, on a eu un coup de chance en fait. Alors, je t'entends plus du tout. Alors en fait, là, plus du tout. Excuse-moi, hein, je suis désolé, mais là, tu m'entends ? Ah, super bien. C'est dommage qu'on t'entend pas comme ça depuis le début. D'accord. Bon, en fait, moi, je t'entends moins, mais du coup, toi, tu m'entends mieux parce que j'ai mis mon téléphone vraiment dans ma bouche. Alors oui, on a eu la chance de pouvoir se produire à la télé. C'est grâce notamment à un concert qu'on a fait en Jamaïque. Donc dans un parc, dans un festival, une grande scène, où on jouait entre Jameson et Luciano, et on est arrivé sur scène et puis on a fait des morceaux, et puis les gens ont super bien réagi malgré la barrière de la langue, qui comprenaient pas trop ce qu'on disait, mais les gens ont super bien réagi, et puis il y a des gens qui nous ont repérés, et puis la télévision nous a repérés et voulait faire la semaine suivante une interview, une émission télé avec nous comme invités, quoi. Mais comment est accueilli le reggae chanté en français en Jamaïque, justement? Parce que c'est vrai que moi je pose souvent la question aux artistes qui passent dans la session, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont reggae jamaïcain, reggae chanté en anglais, etc. En France, est-ce que là-bas le reggae français est bien accueilli? En fait, ils comprennent pas les paroles, donc si tu veux, c'est un peu folklorique pour eux. C'est comme nous, si on écoutait de la chanson polonaise. D'accord. C'est pas évident. Même si t'aimes le rap ou t'écoutes du rap polonais, ou il y a quand même la barrière de la langue. Mais surtout, ils ont bien réagi, c'est à l'énergie. C'est-à-dire qu'on avait des arrangements, on avait des mix, on avait des ragas, des choses comme ça, et qui fait que peu importe la langue, si ils voient un groupe qui a envie de donner, envie de mettre de l'ambiance, de la chaleur, et ils ont été touchés. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu finir à la télévision. Après, la musique, on va dire, francophone ne marchera jamais en Jamaïque, mais en tout cas, en ce qui concerne le live, vu qu'il y a une énergie, on va dire, humaine, en direct, là, ça avait bien réagi. Alors pour toi, le reggae français ne peut pas marcher en Jamaïque? Le reggae avec la langue francophone. Chanter en français, oui, tout à fait. Voilà, chanter en français, non. Alors, comment tu peux expliquer justement que le contraire est possible et pas à l'inverse, c'est-à-dire que le reggae anglophone, nous on l'écoute, hein, il marche même très bien en Europe, hein, en général, et eux n'écoutent pas. Voilà, c'est exactement ça, c'est vraiment que la barrière de la langue, la vibes, parce que nous, on comprend pas non plus tout le monde ne comprend pas le reggae anglophone, mais il y a quand même une vibes qu'on transmet avec le reggae qui est quand même, c'est universel, ça. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est que l'anglais, c'est une langue, on va dire, plus internationale. Tout le monde parle anglais ou comprend, on va dire, c'est la langue qui est la plus comprise, je pense, dans le monde. Dans le monde, ouais. C'est sûr que nous, on écoute soit du reggae anglais, soit du reggae français. C'est rare qu'on écoute du reggae polonais, du reggae russe ou du reggae en chinois, quoi. C'est ça. Donc
Oui, c'est vraiment. C'est la seule langue qui vraiment est internationale finalement. Voilà. Avec aussi l'espagnol, je pense que si le reggae pourrait être aussi un peu espagnol, mais après, on va dire oui que l'anglais est vraiment international. Mais et alors ouais donc mais bon, on est quand même respecté quoi par les Jamaïcains, c'est-à-dire que voilà vous avez quand même voilà il y a du respect pour ceux qui font du reggae, même de la part des Jamaïcains. Bien sûr, tu sais, on a rencontré Bunny Weller, donc le dernier survivant des Wellers, voilà, Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Weller. Mm-hmm. On l'a rencontré en studio parce qu'il a enregistré aussi des titres en même temps que nous, mm-hmm. à REG. Et voilà, il était très fier de nous voir ici. Il disait voilà, avec Bob et Peter, on a semé les graines. Et puis notre musique est partie de Jamaïque, elle est allée dans le monde entier. Et aujourd'hui, voilà, il y a des Français qui viennent en Jamaïque pour enregistrer. Ils disaient qu'on était un peu les fruits des graines qu'ils avaient plantées, quoi. Ah ouais. Ils étaient très fiers et honorés qu'on continue en fait à propager cette musique et ces messages. Mais c'est important de le dire parce que mais non, c'est important parce que c'est quand même le pays où est né le reggae et justement ils sont fiers que leur musique a évolué partout dans le monde, donc c'est génial quoi, je trouve ça génial comme anecdote. Donc voilà, cet album Kingston Town qui a quand même cartonné aussi également, hein. Donc alors In the Street en 2015, ensuite voilà, ça continue, on enchaîne, alors et là avec une tournée de concerts dans toute la France, voilà. Et ouais, c'était aussi un tournant musical parce que on va dire que on va dire avec Perspective en 2009, c'était notre album, on va dire qui ressemblait un peu à l'album avec Démo et Perspective, c'est des albums qui sont très, on va dire, broussailles, reggae new roots, on va dire. Mm-hmm. Avec Kingston Town, on est revenu à un reggae des années 70, très roots. Yes. Un peu insurrection, mais cette fois avec vraiment le vrai studio jamaïcain et puis les vraies bandes, les vrais amplis à l'ancienne. Donc voilà, Kingston, c'est vraiment un des sons très très roots. Et puis après, on a voulu faire quelque chose de vraiment différent, vraiment pour que chaque album les auditeurs ne s'ennuient pas. On a voulu faire un album très très moderne. Donc voilà, avec des samples, avec des touches un peu plus hip-hop, avec des touches un peu plus électro, des fois, à des moments. On a voulu faire vraiment du reggae très moderne sur In the Street. Mm-hmm. Et puis c'est un album qu'on aime aussi beaucoup et qu'on a défendu. Voilà, après en tournée pendant 2 ans, pendant 3 ans. Aller partout, en Espagne, en Belgique, en France, en Suisse, voilà, c'était excellent. Et je vois qu'entre-temps, toi et Eric, et Karma, vous avez sorti tous deux votre album solo, donc toi en 2014, Influence, et puis Eric Karma en 2016, des albums qu'on a aussi diffusés sur Radio Fun Web Radio. Voilà, donc il a fallu jongler entre Broussailles et votre album solo. Comment ça s'est passé ? Bah écoute, moi ça s'est bien passé, hein. C'était une période prolifique pour moi où j'avais beaucoup d'inspiration. Donc ouais, j'étais à peine sorti on sortait Kingston Town, que j'étais déjà en train de composer mon album solo. Et puis à peine sorti mon album solo, que j'étais déjà en train de composer In the Street. Oui. Donc c'est quelque chose, c'était un challenge que moi je m'étais lancé personnellement. Je voulais vraiment faire mon album tout seul. Voilà, c'était un challenge vraiment perso. Mais sans quitter le projet Broussailles, quoi. Non, sans quitter. Je faisais les concerts Broussailles, des fois les concerts Chonglibo, un jour l'un, un jour l'autre. Voilà, j'étais... D'accord. J'ai jamais lâché le truc, quoi. Donc en fait, les deux tournées, ta tournée solo et la tournée des Broussailles, se sont un peu mêlées voilà, les dates se sont mêlées entre elles, quoi. Ouais, voilà, en fait, j'ai sorti l'album moi en 2014. Voilà, nous, au milieu de 2014, ça a commencé à être la fin de la tournée de Kingston Town. J'ai tourné tout l'automne, hiver avec mon album Influence, et puis à la sortie de l'hiver, c'était la tournée de Broussailles sur In the Street en 2015. Donc voilà, j'ai enchaîné un peu les tournées comme ça sans pause, mais voilà, il y avait une belle énergie à ce moment-là, c'était cool.
Alors donc Eric Carma, lui, sort son album solo en 2016. Et après, certainement, après une longue absence, on va dire une longue absence, c'est pas si long que ça quand même, de 2016 jusqu'à 2019, est certainement lié justement à vos albums solo, je pense. Oui, puis Eric est sorti en 2017 son album. Ah oui, d'accord. Il a pris du retard. D'accord, il était prévu pour 2016. Voilà, il était prévu pour 2016. Il l'a sorti en 2017 et du coup il a fait une tournée. Nous à côté, on a fait aussi un festival qui s'appelle Contraste et Couleurs. On a fait un festival dans la ville de Chalon-sur-Saône. Donc on avait aussi d'autres projets. Moi je faisais aussi un peu de... C'était pas des tournées pour Chonglibo, mais je faisais quelques concerts aussi pour Chonglibo. Donc voilà, il se passait plein de choses autour. Et puis voilà, il y avait aussi un moment où on voulait aussi un peu arrêter de tourner avec Bruxelles, parce qu'on s'arrêtait jamais en fait. Et, voilà, pour que les salles, les festivals, voilà, ce soit pas toujours les mêmes groupes tout le temps. C'est de la place aussi un peu aux autres. Et puis voilà, après on s'est mis sur la compo de l'album Une seule adresse. Ouais. Et cet album donc qui sort le 5 avril 2019. Voilà, ça sort en 2019. Et puis non, cette solution, on l'a bien préparée, on l'a bien léché au niveau des compositions. On voulait un truc vraiment bien fini. On voulait vraiment revenir à un style très New Roots après Industry qui était très moderne. Oui, alors là, on revient au Broussailles d'avant. Hein. Là, on revient à voilà. Perspective, etc. C'est vraiment on revient à du perspective et du avec des mots, voilà, vraiment du New Roots, avec voilà des belles instrus, des beaux rythmes très reggae. Voilà, il y a que du reggae. Il y a pas de hip hop, il y a pas de. J'adore cet album. Il y a pas de. Il y a juste une acoustique à la fin de l'album, mais autrement, non, tout. Ah, moi, voilà, c'est un chouette album. Oui, c'est vraiment. un album qui ressemble vraiment à Broussailles, quoi. Oui, vraiment. Et puis moi, j'adore particulièrement cet album. Je trouve qu'en plus, il y a quand même une évolution, malgré que ce soit un peu plus dans le style de ce que vous faisiez au début. Il y a une évolution. Et puis, ouais, il y a des sons quand même il y a beaucoup de sons qui ressortent de cet album, moi, je kiffe cet album. J'ai plein de coups de cœur. Hein, voilà, faut le savoir. J'adore le son Ailleurs, ça c'est un de mes coups de cœur de cet album j'adore ce son. Bah d'ailleurs, c'est bien parce que je pense que c'est le but. Ce son, il me fait vraiment partir ailleurs, quoi. Hein, je te le dis. Hein, c'est un son qui me fait m'évader. J'adore cet album, vraiment. Hein, bravo pour cette carrière extraordinaire dans le reggae français. Il y a pas beaucoup de, on peut le dire, hein, c'est vrai quand même. Faut le dire. Il y a des groupes qui émergent. La scène reggae française, d'ailleurs, ce sera ma prochaine question. On en parlera. Mais franchement, vous faites partie des, allez, on va dire 4-5 groupes qui ont, sur la longueur, quand même, respect, quoi. Je veux dire, c'est une longue carrière. Vos albums, ils ont tous marché. Ils ont tous marqué la scène reggae française. Et ils sont tous différents. Et tous, c'est un superbe travail. C'est vraiment, franchement, respect aux Broussailles. C'est vraiment magnifique. Et cet album, Une seule adresse, franchement, c'est pour moi, c'est encore une évolution. Et encore mieux. C'est encore mieux que voilà. Et c'est toujours encore mieux. Merci, en tout cas c'est gentil pour tous ces compliments et oui, pour nous cet album c'est le plus évolué de tous au niveau musical. C'est vraiment du pur reggae et puis voilà, du New Roots comme nous on l'aime, du reggae moderne. Et voilà, on a vraiment fait du Broussailles. On trouve que c'est celui qui nous correspond, l'un des albums qui nous correspond le plus. Alors c'est bien qu'il soit sorti en 2019 parce que vous avez pu quand même faire une petite tournée jusqu'à ce qu'on ait tous ces problèmes de virus cette année. Et justement, comment ça s'est passé cette période? Alors vous avez fait la tournée d'une seule adresse et puis bing, le corona est arrivé, quoi. Et c'est ça, on a réussi quand même à faire une très belle tournée tout 2019. Ouais. Des très belles dates, de très belles choses. C'était vraiment génial. Enfin, c'était encore l'année de l'insouciance. Oui. On part un peu de partout. En Suisse, on a fait des big festivals. Ouais. Voilà, il y a entre des grosses têtes d'affiche. On était vraiment très heureux. Et puis on avait toute une tournée de 2020 qui était sur la lancée de celle de 2019, donc qui allait être géniale aussi, mais qui s'est arrêtée un peu trop promptement, trop vite. Ouais. Dès le mois de mars. Voilà, on a fait qu'une date au mois de mars, puis après ça a été arrêté.
On a refait une date fin août et une autre fin septembre. Et voilà, on a fait 3 concerts cette année. Je crois que dans l'histoire de Broussailles, c'est jamais arrivé de faire aussi peu de concerts dans une année. Mais voilà, on perd pas espoir. On espère pouvoir repartir très prochainement. On prépare la suite, notamment avec on a fait aussi une formule acoustique là où on va pouvoir faire aussi des concerts en assis pour pouvoir s'adapter un peu aux conditions. Et puis on espère pouvoir repartir très vite sur la route, quoi. Ouais, et puis surtout, c'est peut-être aussi, voilà, j'allais poser cette question. Je pense que ça a aussi peut-être un rapport direct, le fait d'avoir sorti un album dub, parce que c'est la première fois que vous sortez un album version dub. Les Danakil l'ont fait pas mal, voilà, ils sortaient un album, ensuite il y avait la version dub. Vous, c'est la première fois, donc une seule adresse version dub qui est sortie cette année. C'est votre tout dernier album, donc du coup, est-ce que le fait qu'il y ait eu le confinement, le virus, tout ça, c'est ce qui vous a poussé à ressortir un album et à rééditer cet album une seule adresse, mais en version dub? Alors, j'essaye. C'était pas la première fois qu'on s'essaye au dub parce qu'en fait, sur l'album Kingston Town, en fait, c'est un double album. D'accord. C'est un album avec 2 CD. D'accord. Et il y a les versions, il y a la version en fait de cet album de Kingston Town qui est en version dub. Dub aussi, d'accord. Ok. Donc on l'avait déjà fait en Jamaïque parce qu'on trouvait que la musicalité voilà, qu'on avait réussi à retrouver là-bas en Jamaïque avec toutes les percussions, les guitares, oui. Il y avait énormément d'instruments et du coup on voulait vraiment que les gens puissent écouter cette musique. Et puis c'est un peu dans la culture jamaïcaine de sortir la phase B avec l'instrumental. Du coup on avait sorti ça, quoi. D'accord. On avait sorti déjà avec Kingston Town, mais par contre avec une seule adresse, oui, on va dire c'est le confinement. On a fait confiance à notre ingé son, à l'ingé son qui avait mixé une seule adresse, qui s'appelle Nicolas Selambin du 129H Studio, qui travaille notamment avec Black Roots, avec pas mal de groupes de reggae anglais à l'ancienne, qui travaille notamment aussi avec Naaman. Yes. Et voilà, pendant le confinement, il s'est amusé un peu à remixer un peu nos instrumentales en dub. Il nous a envoyé ça en nous disant: regardez les gars, j'ai fait un dub de ce morceau, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis en fait, nous on a vraiment kiffé le truc. Du coup on a dit vas-y, est-ce que t'es chaud pour faire tout l'album? On fait un projet ensemble et puis on s'est lancé dans ça et puis est arrivé cet album dub et quand il nous a envoyé toutes les pistes, on a trouvé à chaque fois que c'était vraiment un kiff. Lui, il a aussi kiffé le truc. Je pense que ça se ressent aussi. Ouais. Et c'est un album instrumental, on peut se réapproprier les musiques. Comme je te l'avais dit, une seule adresse, c'était un album qui nous ressemblait vraiment et dont on était vraiment fiers des rythmes. Et du coup, de le faire rejouer, ça permet à l'auditeur de pouvoir écouter les arrangements, voilà, certaines guitares, certains pianos, certaines mélodies. Voilà, ça nous a. Je pense que c'est un truc qu'on aime aussi dans notre musique. C'est pas que les chansons et les paroles, c'est aussi la musicalité du reggae. Alors cette semaine justement, Chong, c'est ce que j'ai fait moi. J'ai passé la version normale et puis juste après le même son mais en version dub. Donc ce qui est bien, c'est que les gens ont pris le temps d'écouter les deux versions, donc l'une après l'autre. Je trouvais ça sympa toute la semaine de faire ça. Voilà. Du coup. D'accord. Ah, je t'entends plus. On a eu un bon quart d'heure, 20 minutes où je t'entendais super bien. Là, non, mais excuse-moi. Ouais. Ça y est, c'est bon. Donc oui, je te disais, c'est vraiment c'est ce que j'ai fait depuis lundi, quoi. J'ai passé la version normale d'une seule adresse et puis la version dub juste après du même son. Donc comme ça, toute la semaine, les gens ont pu découvrir les deux versions des sons et voilà, et mettre en avant bien tous les sons de ces deux albums. Je t'entends plus. Donc il y a un petit souci. Décidément. Allô? Non, pas de souci, je suis là. Hein. Ah ouais, mais là, ça y est, ça revient. Je sais pas ce qui se passe, il y a des coupures là carrément, je t'entends plus du tout. Donc là, c'est bon. Donc je te disais, donc voilà. Et donc cet album, une seule adresse, donc Broussailles in Dub. Hein. Donc je pense que voilà, vous êtes pressé d'aller là aussi. Est-ce que un album dub, ça se présente sur scène? Nous, on n'a pas vocation de présenter cet album dub sur scène. Par contre, il y a toujours des petites touches en live, il y a toujours des petites touches, des petits morceaux, des petits instants dub pour notre ingé son
va un peu mettre des effets et puis mettre un peu de dub dans nos musiques. Mais il y aura pas. Oui, le but c'est de finir la tournée une seule. En fait. Ça reste que des petits moments, voilà, où on fait un clin d'œil. Le but c'est de finir la tournée d'une seule adresse en fait. C'est ça qui va suivre, c'est la suite de la tournée d'une seule adresse. C'est de finir la tournée d'une seule adresse et puis surtout que en 2021 on va présenter l'album de nos 20 ans quoi. À vous aussi. On va proposer un nouvel album là qui va être qui pareil je pense va être dans la lignée d'une seule adresse mais encore un level au-dessus. D'accord. Et donc voilà, on est super chaud, super motivé pour sortir cet album. Alors qui va être, je pense, là vu les premiers titres composés qui vont vraiment dans la lignée de, comme tu disais, d'ailleurs, de cet endroit, des titres une seule adresse, voilà, du reggae New Roots, oui. qui avance. Et, du bon broussaille quoi. Qui donne envie de danser. Ouais. Et donc on va être vraiment, je pense, on va être vraiment content de cet album. Il n'est pas encore fini, hein, on est encore dessus. Ouais. Mais on va préparer ça le début 2021 pour sortir, on espère, cet automne. Enfin, yes. L'automne prochain. Alors, exclu total, dans un an, normalement, il y aura l'album des 20 ans. Voilà. Okay. Voilà, donc ce sera, je sais pas si on va l'appeler l'album des 20 ans, parce qu'on va pas forcément, on sait que c'est nos 20 ans, mais je pense que ça va être un album aussi très, très spécial. Et puis on va essayer aussi d'inviter des copains, on va voir comment ça va se dérouler quoi. Yes, bah c'est cool. Bah au moins on a une exclue et en plus voilà, on a hâte d'y être parce que c'est vrai que alors si en plus il est encore mieux qu'une seule adresse, ça va être juste une tuerie quoi. Voilà. Non mais voilà, sincèrement c'est vraiment c'est super, franchement continuez comme ça les broussailles, c'est vraiment... Alors j'avais envie de te poser une question importante aussi, que penses-tu de l'évolution justement, toi qui as connu le reggae français il y a 20 ans, que penses-tu de son évolution, que penses-tu de la scène reggae française actuelle? Alors actuellement ouais, je trouve chaque année je trouve que c'est on va dire je trouve que le reggae français évolue énormément et chacun arrive à s'approprier un peu ce genre et puis à y mettre sa touche personnelle. Ouais. Parfois, on a besoin de revisiter un peu les classiques jamaïcains, puis petit à petit, on s'en écarte. Et puis, comme je te disais, voilà, des groupes comme Dubbing qui ont leur touche, qui peut parfois être dancehall, parfois un peu word avec la voix de bouche court plus arabisante, que ce soit Danaki avec des morceaux, on va dire peut-être des fois plus rap ou plus chansons dans les textes. Chacun arrive à s'approprier. Et puis après, oui, il y a la nouvelle génération avec Naaman qui s'est aussi approprié des choses, Bigaranx, yes. dans un univers aussi complètement différent. Chacun, apporte sa spécificité et sa particularité. Et c'est une musique riche, c'est une musique vivante. Et puis, et je trouve que l'évolution aujourd'hui est vraiment, c'est vraiment une belle évolution. Très positive en tout cas. Et est-ce que tu penses qu'on peut revenir à l'âge d'or du reggae français, fin des années 90, début des années 2000, d'ailleurs quand vous avez commencé? Est-ce que tu penses que le reggae français peut être de nouveau diffusé sur des grands médias? Est-ce que tu penses qu'il peut de plus en plus se vendre, être au devant de l'affiche comme le hip-hop un petit peu l'est en ce moment? Je pense qu'il pourrait. Après, c'est vrai qu'il n'y est pas depuis 20 ans, donc je comprends pas toujours pourquoi. Bah oui, moi non plus. C'est un peu une musique. Chez les décideurs, on va dire on va dire des grands médias, je sais pas. C'est peut-être une musique qui plaît pas. Je sais pas pourquoi. On se pose souvent la question avec les artistes en général. Peut-être des choses très formatées, mais ouais, c'est spécial que. Alors que tous les festivals de reggae, les concerts de reggae sont pleins, ouais. Des groupes comme on disait, Dubbing, Danaki remplissent des Zéniths, des Olympias, remplissent bien plus que certains rappeurs partout en France. Et puis et pourtant, mais au niveau des médias, au niveau de la, mais bon après on sait faire avec, on sait faire sans, je veux dire plutôt. Donc on va peut-être continuer à faire sans et peut-être qu'un jour, je sais pas. Ils nous placeront, mais après, les médias, c'est qu'ils placent ça un peu comme des objets commerciaux pour se faire de l'argent plus rapidement en peu de temps. C'est un peu les projets un peu jetables. Et nous, c'est vrai que dans le reggae, on est plutôt le contraire, dans du projet durable. Oui. Donc voilà, des projets qui durent avec le temps.
et c'est peut-être pas forcément la politique. Ah bah oui, ça. Il y a des artistes qui sortent des grands médias, quoi. Oui, il y a des artistes qui sortent des 3-4 albums par an. C'est pas du tout le cas du reggae en général. Et mais après, justement, ça enlève pas est-ce que ça enlève pas aussi la qualité, parce que derrière, il y a quand même de la qualité dans tous les albums de reggae français qui sortent. Franchement, il y a du travail. C'est vrai qu'on se pose la question, parce qu'à l'époque, fin des années 90, début des années 2000, le hip-hop et le reggae se mélangeaient, passaient dans les grands médias, les deux passaient dans les grands médias, puis surtout on est parti d'un hip-hop à texte et à un hip-hop qui des fois n'a ni queue ni tête, quoi, on va dire. Donc voilà, l'évolution elle n'est pas forcément de qualité même s'il y a la quantité, c'est ça que je veux dire. Exactement. Voilà, donc pour vous les broussailles, la qualité elle est là. La quantité aussi, parce qu'on va attendre, vous avez après, quand même... c'est que nous, dans le reggae, c'est de la musique jouée. C'est la grande différence avec le hip-hop ou des musiques avec des prods. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait le beat avec son ordinateur. Des fois, il y a plus un instrument de jouer. Et là, dans le reggae, notre reggae, tout est joué, quoi. La batterie, la basse, voilà, c'est une musique où faut répéter longtemps avant d'enregistrer pour pouvoir faire les arrangements. Voilà, beaucoup plus de taf en fait. Beaucoup plus de taf. Voilà, et beaucoup plus de personnes en fait. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas rentable économiquement, mais c'est une musique qui est jouée, donc c'est complètement différent du hip-hop ou de la pop, etc. où on fait des beats sur ordinateur, où ça peut être fait en une journée, un instrumental. Là, dans le reggae, c'est quand même plus compliqué. Ouais, et puis alors, vous, comme tu le disais, si bien il y a tellement d'artistes qui remplissent des scènes. Alors voilà, la scène c'est quand même aussi important. Le reggae c'est une musique de scène avant tout, et je veux dire, vous remplissez des salles, quoi. Tous les artistes, voilà, des salles comme l'Olympia, le Zénith, comme tu disais. Pour les Danakil, c'est récurrent maintenant. Pour vous, pour les Dubbing, pour beaucoup, pour Tyro, pour encore tous ces artistes qui sont encore là, les anciens. Et voilà, ça remplit des salles, ça marche, hein, quoi qu'il arrive. On sait que les gens kiffent, mais voilà, commercialement parlant, on va dire que ça se vend moins que le hip-hop. Alors oui, bon, bah voilà, mais après la qualité est là et le talent est là. Et sachez-le, la scène reggae française, nous on est là pour la faire avancer, pour la booster aussi. On est là tous les jours pour diffuser du reggae français, pour justement continuer à faire avancer ce mouvement. Et puis voilà, on kiffe, quoi. On kiffe vraiment, et on sait que cette musique-là aussi, elle aurait sa place sur des grands médias. C'est pour ça que nous on la joue, et et on a beaucoup de bons retours. On a énormément de gens, même de toutes les générations, qui écoutent du reggae. Faut le savoir, le reggae continue à avancer quoi qu'il arrive. Voilà. Merci de diffuser notre musique, et puis on espère à très bientôt, et puis vous présenter l'année prochaine notre nouvel album. Ah bah avec plaisir. Moi je retiens, voilà, je te prends au mot. On se donne rendez-vous pour le nouvel album, pour les 20 ans. On refera une semaine découverte. On présentera tous les morceaux, et puis et on refera une petite interview, peut-être avec Eric cette fois-ci. On ne sait pas. Et voilà, quoi. Yes. Yes. Merci pour tout. Merci à toi Chong. Je rappelle que votre dernier album c'est Une seule adresse version dub, hein, et qui a une seule adresse est disponible aussi partout sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On peut retrouver aussi vos clips sur votre chaîne YouTube, c'est ça? Exactement. Voilà, donc sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux, Instagram. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur nos réseaux. Yes. Les dernières infos. Voilà, et puis sache qu'il y a plein de sons qui sont déjà en playlist, que Ailleurs est en playlist depuis un bon moment, qu'on continue à faire tourner vos sons même en dehors de mon émission, que voilà, on vous kiffe, et on aime ce que vous faites, et on continue à faire le taf, voilà. Donc pour les artistes, avec cette année, encore plus cette année, avec cette année difficile justement pour les artistes, on fait encore plus le taf, et on est là, quoi. Voilà, donc on vous oublie pas, on vous aime, et on voulait vous le dire. Voilà. Yes, merci beaucoup. Yes, merci encore Chong, et puis bonne continuation au Broussailles, et à bientôt, à très bientôt sur Ado Fun Web Radio. À très vite, merci. Yes, ciao.